Quand je vous dis que l'élection de 2025, c'est-à-dire que l'élection d'octobre-ci qui arrive là, sera compliquée. Ce sera une élection complexe. Ce sera une élection déterminante. Vous croyez que c'est un jeu? L'élection là sera très difficile. J'avais commencé ici à vous dire que s'il fallait encore faire confiance à un parti politique, ce sera tous les partis politiques sauf le RDPC. Au vu des événements, voyant comment les choses se passent depuis que nous acheminons vers l'élection présidentielle d'octobre 2025, l'histoire me donne raison. Les événements me donnent raison. Parce que vous allez vous rendre compte que tous les Camerounais qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose pour le développement de ce pays, qui peuvent apporter quelque chose pour l'évolution de cette nation, pour la transformation de ce pays, se prononcent. Vous allez vous rendre compte que chaque parti politique se prononce. Chaque candidat, potentiel candidat, se prononce en donnant ses positions, en disant au peuple, regardez-moi, voyez-moi. Exactement comme si le peuple était une jeune fille dont les garçons qui souhaiteraient l'épouser viennent charmer la jeune fille. C'est-à-dire que les candidats, les potentiels candidats depuis un moment sont en train de charmer le peuple. En parlant de leur programme, ils sont en train de charmer le peuple, en posant quelques actes, en prenant des positions, je sais pas comment, en se démarquant par certaines actions que nous voyons. Mais il y a un seul parti politique, un seul, le RDPC, dont on ne voit rien se dessiner à l'horizon. D'ailleurs, on ne sait même pas qui sera le candidat. On ne sait même pas qui sera le candidat. Ils avaient l'habitude de dire que leur candidat, ils ont un candidat naturel et que le candidat n'a pas besoin de se prononcer encore parce que de toutes les façons, c'est officiel. C'est déjà lui le candidat naturel. Si c'est vrai que c'est le même candidat que nous connaissons là, qui sera le candidat, j'ai envie de dire que ça veut dire que ce candidat-là méprise le peuple. Ça veut dire que ce candidat-là s'en fout du peuple. Ce candidat ne respecte pas le peuple. Parce que c'est exactement comme un mariage. C'est-à-dire que lorsque vous avez une femme, si vous commencez à être trop sûr de vous, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas peur de perdre votre femme. Ça veut dire qu'en fait, si votre femme venait à vous quitter, vous vous en foutez. Parce que le peuple est une femme. Le peuple est une femme dont les candidats qui sont les maris doivent se battre pour mériter l'amour de la femme qui est le peuple. Quand le RDPC ne se prononce pas, le RDPC, c'est-à-dire le candidat du RDPC ne se prononce pas, ne pose aucun acte, c'est-à-dire que ne charme pas le peuple. J'ai envie de me poser la question, c'est parce qu'il est trop sûr de lui. Qu'est-ce qui peut garantir le fait qu'il soit trop sûr de lui? Parce que même quand on a passé 50 ans avec une épouse, elle peut décider de partir à tout moment. Qu'est-ce qui peut nous donner autant de garanties? Quand vous respectez une femme, vous la charmez au quotidien. Quand vous respectez une femme, vous faites tout au quotidien pour lui montrer que vous êtes la personne idéale. Donc, nous avons des candidats de l'opposition qui chaque jour posent des actes, qui au quotidien charment le peuple. Mais malheureusement, celui du RDPC ne dit rien. Un peu comme si, il n'a pas besoin de se battre. Et c'est ça. C'est-à-dire que rien que ce comportement montre que ce n'est pas un candidat qui tient compte du peuple. Ce n'est pas un candidat qui respecte celui qui lui accorde la possibilité d'avoir le pouvoir. Parce que c'est le peuple, à travers le vote par les urnes, en réalité, qui est censé permettre à quelqu'un de gouverner ce pays. Sauf s'il y a une autre technique de gouvernance que nous ne maîtrisons pas. Sauf s'il y a une autre technique pour accéder à la magistrature suprême. Il y a une autre technique pour accéder au pouvoir dans ce pays que nous ne maîtrisons pas. Sauf s'il y a ça. Parce qu'en réalité, un candidat doit respecter celui qui lui donne
la possibilité d'accéder à cette magistrature suprême. J'essaie d'observer la scène politique depuis, je me rends compte que, c'est-à-dire, vous avez, pendant que dans certains partis politiques, les potentiels candidats sont déjà en train de se démarquer, en train de poser des actes, en train de faire ce qu'on appelle les techniques de grade. On ne sait même pas qui sera candidat au RDPC. Parce que même au sein de leur appareil, il y a la bagarre. Non, on n'a pas fait de congrès depuis. Donc il est là, il n'est même plus habilité à être candidat. Donc ça ne peut pas se faire. Ils sont liés dans les tribunaux. Ils sont liés dans les tribunaux. Donc, vous vous rendez compte que ceux qui parlent pour le RDPC, c'est du tout venant. C'est-à-dire, c'est les gens qui profitent du système depuis un moment. C'est eux. Ce n'est pas leur candidat qui parle. Pourtant, on est au moment où le candidat doit parler. C'est exactement comme un papa qui a des biens. C'est-à-dire, quand quelqu'un touche le bien, les enfants s'agitent plus que le papa lui-même qui a travaillé le bien. En effet, parce que les enfants sont conscients qu'eux-mêmes ils ne peuvent produire aucun bien. Et ils ne comptent que sur le départ du papa pour essayer de se partager le bien que papa a laissé afin d'exister. Parce qu'eux-mêmes ils n'existent pas. C'est comme ça que je vois ceux qui se comportent autour du RDPC se comporter. Donc, moi je veux bien comprendre ce qui peut faire que, en ce moment où nous sommes là, que le parti RDPC ne se déploie pas encore. Que le parti RDPC, si ce n'est pas que c'est le manque de respect au peuple, si ce n'est pas que c'est le manque de considération, pourquoi le parti RDPC, en ce moment, ne nous dit pas encore quelle est leur position? J'ai d'ailleurs posé la question, vous êtes trop sûr de vous? Qu'est-ce qui vous donne cette certitude? Vous avez une autre façon de gagner les élections dans ce pays? Parce que si vous gagnez par la voix du peuple, mais le peuple est là et le peuple vous attend. Vous ne vous manifestez pas. Je vous ai expliqué que l'élection d'octobre 2025, c'est ça, une élection complexe, compliquée, difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Le peuple d'hier n'est plus le peuple d'aujourd'hui. Nous, on n'a plus le temps d'accepter de souffrir. On n'a plus le temps d'accepter de subir. Mais là, nous voulons faire ce qu'on appelle la rupture à cette élection 2025. La rupture. Parce que le RDPC a toujours utilisé une technique que je n'ai jamais acceptée. Une technique où vous allez vous rendre compte que vous êtes par exemple dans un village, vous attendez que le candidat vienne se manifester, vienne vous montrer que vous êtes important pour lui. Vous attendez que le candidat vienne vous montrer que c'est grâce à votre voix qu'il arrive à gouverner ce pays. Il ne vient pas. Il ne vient pas. Bon, vous avez les élites du village qui profitent. Vous avez les élites du village qui ont des positions. Des élites du village qui mangent, qui sont rassasiés, qui viennent parler pour lui. Et souvent je dis au peuple, il ne faut plus qu'on continue d'être bête. Si quelqu'un a votre message, la personne vient vous passer le message. Si quelqu'un d'autre vient vous passer le message, c'est au Congo ça. Donc les gens du RDPC ont passé le temps à utiliser la technique du Congo ça. Parce que l'élite du village qui vient parler au nom du président, ou si vous voulez, au nom du candidat du RDPC, vous êtes sûr que c'est exactement ce que le candidat voulait dire. C'est pour ça que j'ai l'impression que toutes les promesses que les élites viennent nous faire au village, quand après, on ne réalise pas ça, c'est-à-dire quand après celui qui devient président ne réalise pas, il ne faut pas qu'on se plaigne beaucoup parce qu'il ne nous avait rien promis. Il ne nous avait rien promis. Ce sont les élites qui sont venues dans nos villages parler à son nom. Est-ce que ce que les élites ont dit dans nos villages là sont des choses que lui-même il a dit aux élites d'aller dire? Ça c'est la question, hein. Ça c'est la question. C'est-à-dire que si vous estimez que vous pouvez gouverner le Cameroun, la première des choses que vous deviez faire, c'est venir vers des Camerounais, leur dire que voilà ce que je compte faire pour vous.
Voilà ce que je souhaite faire pour vous. D'abord, le fait de vous déplacer, de venir vers les Camerounais, montre le respect et l'amour que vous avez pour eux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, c'est-à-dire, vous prenez vos responsabilités devant le peuple. Parce que vous parlez à un peuple. C'est vous-même qui parlez au peuple. Mais quand nous nous trouvons dans une situation où c'est l'élite du village parce qu'on l'a nommé ou parce qu'il a des intérêts qui vient dire que non, le meilleur choix c'est telle personne, votons celui-ci et tout ça. Nous on vote. En fait, je veux dire, avant on votait comme ça. Parce que l'élite a parlé. Mais on oubliait que l'élite venait comme ça défendre aussi sa position de mangeoire. Venait défendre sa position dans l'assiette de la République. Et ce qui fait que quand on finit à travers l'élite de voter celui qui devient plus tard le président de la République, il y a des choses qui ne se concrétisent pas. On commence à se plaindre du manque d'eau, du manque d'électricité, du manque d'emploi. On commence à se plaindre de l'injustice, du manque de paix. Mais est-ce que le candidat est d'abord venu nous rencontrer pour nous promettre la paix, pour nous promettre l'eau, pour nous promettre la justice, Non, le candidat n'est jamais venu vers nous. Le candidat n'est jamais venu vers nous. Donc le candidat ne nous a rien promis. Il ne nous doit rien. Je me souviens qu'en 2018, à l'élection présidentielle 2018, le seul déplacement que le chef de l'État avait fait, officiel, pour la campagne, c'était au nord. Ça avait duré moins de 10 minutes. Si vous voulez le départ jusqu'à l'arrivée, on pourrait être dans 15 minutes. C'est-à-dire que le chef de l'État est allé parler au peuple du nord. Bon, les peuples du sud, le chef de l'État ne doit pas partir là-bas. C'est les gens qui étaient allés parler au nom du chef de l'État. Bon, là, c'était même pas que le chef de l'État, c'était le candidat du RDPC. C'est-à-dire que le candidat du RDPC était allé parler aux gens du nord pendant 15 minutes. Les gens du sud n'ont pas vu le candidat du RDPC. Les gens de l'Est, les gens de l'Ouest, les gens, comment est-ce que je vais dire ça, de l'extrême nord, bref. Je crois qu'il était parti en extrême nord, oui, il a fait 15 minutes. Donc, où il n'est pas parti, on sous-entend qu'il ne leur a rien promis. Parce que lui-même, il n'a pas trouvé important d'aller là-bas leur parler. Que peut faire un candidat si le candidat a du respect pour vous? Si le candidat vous reconnaît comme l'élément central qui lui permet d'accéder à la magistrature suprême, qu'est-ce qui peut empêcher ce candidat de venir vers vous? Puisque lorsqu'on ouvre la campagne, et un candidat même qui a les moyens d'aller partout, qu'est-ce qui peut justifier qu'il ne vienne pas? Si c'est que c'est un candidat qui vous respecte, si c'est que c'est un candidat qui a des choses à vous promettre, sinon à vous offrir. En toute honnêteté. C'est-à-dire que nous-mêmes là, quand l'élection finit jusqu'à... On dit que non. Nous on a voté. Si c'est vrai que nous avons voté le candidat, un candidat qui ne t'aime pas en face de nous, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi je dis que l'élection de cette année, si vous voulez non seulement avoir le vote du peuple, vous devez venir rencontrer le peuple. Et si vous n'avez plus les capacités de venir vers le peuple, c'est que vous n'avez plus la capacité de diriger le peuple là. Si vous n'avez plus la force de parcourir toutes les régions pour venir parler au peuple, ça veut dire que vous n'en avez pas aussi. Vous n'aurez pas la force de comprendre ou de résoudre les problèmes de ce peuple. Donc il va falloir qu'en 2025, en octobre, si quelqu'un a besoin du vote du peuple, le peuple doit se poser la question, est-ce qu'il peut venir vers moi? Si pendant la campagne, il est même incapable de venir vers moi, me dit que vote-moi, il n'envoie que des représentants. Au Cameroun que nous connaissons là, est-ce que les gens arrivent à transmettre fidèlement ce qu'on leur donne comme information, ce qu'on leur passe comme message? Non. Non. Je vous avais dit que le Cameroun, c'est le seul pays où, quand on reste à Yaoundé, on décide d'offrir un camion à la ville de Douala. Quand ça quitte Yaoundé, ça arrive à Boumniebel, ça devient le bus. Ça quitte Boumniebel, ça arrive à Edea, ça devient le taxi. Quand ça arrive déjà à Yassa, c'est la moto. Souvent, on va entrer dans la ville, c'est le vélo, bien ça n'existe plus. Donc, dans ce contexte,
Si lui-même, le candidat, ne peut pas venir vers vous, ça veut dire qu'il ne vous prend pas au sérieux. Et donc, vous ne deviez pas le prendre au sérieux. Tous les candidats qui doivent espérer avoir notre vote doivent être des gens qui viennent vers nous. Nous dire, les yeux dans les yeux, que voilà ce que je vais faire pour vous. Voilà comment je compte faire ça pour vous. Ça, c'est ça. Si un candidat est incapable de venir nous rencontrer, les yeux dans... Parce que quand on se regarde dans les yeux, quand tu mens, on sait. Quand tu n'es pas sérieux, on sait. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez vous rendre compte que dans la sortie de l'église catholique, les évêques avaient dit que... C'est quoi, c'est les évêques? Les réunions là. Bref, ils avaient dit que si quelqu'un aspire diriger le Cameroun, il doit être capable de faire les 10 régions du Cameroun au moins une fois pendant son mandat. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que même pour demander l'élection au Camerounais, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité, en fait, comment ils disent ça, qui n'ont même pas le respect, sinon la force de faire les 10 régions pour leur demander le vote. Vous croyez que s'ils ne peuvent pas venir vers vous demander le vote, ils vont venir vers vous pour résoudre vos problèmes? En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, doucement, doucement, un pas après l'autre. On n'est pas pressé. Hey. Mesdames et messieurs, l'ignorance est une maladie dangereuse, plus violente que le sida, plus violente que l'hépatite, plus violente que l'insuffisance rénale. L'ignorance, quand tu ne connais pas. Mais quand tu connais avant de ne pas faire, ça veut dire que tu as un problème. Peut-être c'est les coutumes qui te dérangent. Vous avez désormais une école qui vous donne la possibilité de rattraper le temps passé, de rattraper le temps perdu. SOS Alpha. SOS Alpha est situé à Yaoundé. À Yaoundé. Vous avez les numéros de téléphone. Appelez. Vous n'êtes pas allé à l'école. Aujourd'hui, vous avez des difficultés de pouvoir vous exprimer, de pouvoir lire votre nom. Vous avez des difficultés à pouvoir faire certaines choses. Mesdames et messieurs, allez à SOS Alpha. On peut vous apprendre à lire. Parce qu'il y a des gens ici qui ont beaucoup d'argent, multimilliardaires, mais ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, même leur nom. Donc vous avez donc la possibilité, grâce à SOS Alpha, de prendre des cours, de vous remettre à un certain niveau. SOS Alpha est situé à Yaoundé et à Douala, Douala à Bonabéry. Mais vous avez les numéros de téléphone, vous appelez pour plus de renseignements. Il y a des gens ici d'ailleurs qui ont même la licence, mais qui ne savent pas parler anglais, qui ne savent pas s'exprimer le minimum en anglais. Et ça les bloque dans les activités. SOS Alpha facilite la tâche, soutient. Donc, quel qu'en soit l'âge que vous avez, vous voulez apprendre à écrire en français ou en anglais, avoir ce qu'on appelle la base, le minimum. Appelez le numéro, allez rencontrer SOS Alpha. SOS Alpha est cette maison qui a décidé de soutenir, de lutter contre l'analphabétisation. Donc, n'ayez pas honte. Il n'y a pas de honte. La vie que vous voyez là, c'est que quand tu es face à toi-même, tu te dis merde là. Je viens de faire un discours avec les Gérard Dick, alors que je pouvais lutter contre ça en allant m'inscrire à SOS Alpha.